Madame Caroline Galacteros, bienvenue au Québec. Merci. Je suis très heureuse d'être ici. Bienvenue à Québec, la capitale nationale. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue, vous êtes présidente de Géopragma, qui est un think tank consacré à la géopolitique, un think tank réaliste. Vous êtes l'auteur de quelques livres et vous parlez régulièrement dans vos interventions publiques de ce monde multipolaire qui aurait remplacé le monde unipolaire. D'entrée de jeu, pouvez-vous nous définir ce monde dans lequel nous sommes entrés? Mais moi, je vois ce monde-là comme un monde tout à fait passionnant, intéressant. Et si les anciens pays qui croyaient dominer du temps de l'unipolarité la planète avaient l'intelligence de comprendre la mutation en cours et de l'accompagner et d'y trouver leur rôle, qui peut être tout à fait éminent, je pense que ça pourrait être un grand progrès pour l'ensemble des acteurs internationaux du monde. Donc voilà, on a eu une période depuis la Deuxième Guerre mondiale bipolaire. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé la fin de la guerre froide en 90-91, qui a inauguré cette période dite unipolaire, c'est-à-dire où en fait le bloc occidental et surtout autour des États-Unis est devenu vraiment dominant du fait de l'effondrement de son ancien counterpart, si j'ose dire. Et ça a duré à peu près, je dirais, en tout cas jusqu'au tournant du siècle. Je pense que le 11 septembre 2001 a été vraiment un coup de tonnerre dans ce qu'on croyait être un ciel bleu, celui d'une mondialisation, d'un globalisme heureux, d'une progressive disparition à notre profit, au profit américain en tout cas, des entités souveraines, nationales, étatiques, notamment en Europe, ce qu'on a du mal à comprendre, ce qu'on a du mal même à accepter, nous, Européens. Mais ça, on y reviendra peut-être. Et puis, eh bien, assez rapidement, à partir de 2001, puis de 2003, puis de toutes les aventures moyen-orientales, puis de ce qui s'est passé en Russie, bien avant, en 2022, sans parler de l'émergence de la Chine, tout l'équilibre a commencé à bouger. Moi, je parle de bascule du monde depuis déjà presque, 7 ans. Oui, c'est un terme que vous utilisez régulièrement. Voilà. Bascule du monde. Mais oui, mais c'est arrivé doucement et enfin progressivement, sans compter qu'évidemment, comme ça ne nous sert pas, nous occidentaux, a priori, on essaie gentiment de faire disparaître cette réalité, ou en tout cas de la minimiser. Comment? Avec les médias ou... Avec les médias, avec la manière de parler de l'équilibre du monde, avec la façon de promouvoir ce que les Américains appellent aujourd'hui l'ordre basé sur les règles, avec une façon de casser les dernières structures qui permettent la multipolarité et le dialogue multipolaire, c'est-à-dire notamment l'ONU, qui a été très très affaiblie pendant toute la période unipolaire et même depuis les années 2000. Enfin bref, il y a tout un tas de méthodes. Mais néanmoins, moi je suis une réaliste et une pragmatique. Cette bascule, elle a eu lieu et elle est très singulièrement accélérée par notamment ce qui s'est passé en Ukraine, mais déjà c'était en germe avant. D'ailleurs, depuis les printemps arabes, depuis même la fin des années 2000. Les grands acteurs du système international occidentaux sont dans le déni de ce monde multipolaire et refusent d'accepter la nouvelle réalité géopolitique. Oui, et je pense que c'est pas seulement dire non, on nie les choses parce qu'elles nous gênent. C'est très grave. C'est très très grave parce que ça nous affaiblit de plus en plus relativement au reste du monde qui, lui, évolue, qui, lui, est dans le concret, qui, lui, est dans la construction, d'ailleurs, de cet ordre alternatif. Et nous sommes... Alors, aux États-Unis, ça prend des formes inquiétantes parce que les États-Unis ont une politique, évidemment, qui est une politique de résistance de plus en plus désespérée à cette évolution, y compris avec des conséquences armées. La guerre en Ukraine en est clairement un bon exemple
on y reviendra peut-être. Mais alors les Européens, là, nous, on est dans une espèce de bulle cognitive dont manifestement, on ne veut toujours pas sortir. Alors que pourtant, il y a des démentis, le réel est là, sous nos yeux, et il serait temps d'en prendre la mesure. Or, en dépit de l'affaiblissement économique considérable qu'on est en train de vivre, en dépit de l'insignifiance stratégique dans laquelle on s'enfonce complètement, en dépit des problèmes énergétiques énormes qui sont les nôtres, on n'a pas l'air de vouloir, d'être capable de se dire, bon, en fait, voilà, on s'est trompé. En fait, si vous n'acceptez pas, si vous ne commencez pas votre diagnostic par un minimum d'humilité et de capacité à dire, bon, on s'est planté, pour être clair, on s'est planté dans les grandes largeurs quand même, et donc il va falloir prendre d'autres décisions. Si vous ne faites pas ça, mais vous êtes contraint à la fuite en avant. Parce que certains pourraient être tentés de vous reprocher de vous ranger du côté des BRICS, de la Russie, etc. Alors, ce que vous dites, c'est si on ne prend pas acte de ce qui est en train de se passer, on affaiblit l'Occident. Donc, bien sûr. Donc vous n'êtes pas nécessairement en train de vous ranger. Mais je me range de l'autre côté. Alors, je vais être très claire, je ne me range mais c'est ce qu'on peut auprès de entendre, personne. Ouais. Mais oui, mais ça, c'est aussi un des défauts que nous avons. Nous sommes manichéens. En Occident, nous sommes manichéens. Vous ne pouvez pas être autre chose qu'aligné sur le camp occidental. Et si vous n'êtes pas dans une attitude de servilité et de total aveuglement complaisant vis-à-vis de ce que fait l'Occident ou de la manière dont il voit le monde, vous êtes forcément de l'autre côté. Mais non, pas du tout. Vous faites le jeu du Kremlin, mais c'est abscon, c'est complètement stupide de penser ça. Moi, je suis une observatrice, je fais de la géopolitique. Donc, je regarde les rapports de force tels qu'ils sont. Et je suis en plus extrêmement plutôt patriote et plutôt gaulienne dans ma vision des choses et dans ma vision de mon pays. Donc, pour moi, l'alignement est un non-sens par essence, enfin par structure, si vous voulez. Il ne s'agit pas de s'aligner, on n'a pas besoin de s'aligner. Il faut déjà bien comprendre ce qui se passe. Or, nous, on ne se donne plus les moyens de comprendre ce qui se passe. Et donc, on est comme un bouchon sur une mer démontée, si vous voulez. On est ballotté. On perd complètement le contrôle. De la France, je parle de la France, je parle de l'Europe. Et d'une certaine manière, si l'Amérique continue comme ça va être de plus en plus compliqué pour elle aussi. Et je pense toujours que plus les grands animaux, vous savez, les grands fauves blessés, je pense toujours à cette image, les grands fauves blessés sont dangereux. Et l'Amérique, elle est blessée. Et la France, elle, n'est pas un fauve blessé, quand même, de Napoléon à aujourd'hui. Fauve, nous, on a les dents limées. Parce qu'il y a un déclin français assez fort, là. Il y a une nostalgie française aussi. C'est-à-dire la France, entre Macron et Napoléon, vous comprenez, là. Ah oui, non, mais ça, non. Je pense que vous comprenez bien. Non, mais ça, il n'y a pas de... Vous savez, non. Il faut arrêter de faire des comparaisons. Il y a une chute française aussi, là. Mais bien sûr, il y a une chute française. Mais la chute française, elle vient aussi de la défausse européenne des élites françaises, c'est-à-dire du fait qu'on a accepté, à droite comme à gauche, de considérer que l'Europe était notre étiage, notre socle, enfin notre étalon, si vous voulez, et que la France seule ne pouvait rien faire. Mais ça vient de l'européisme, ça vient de l'idée fédérale que les Français, comme les Allemands, comme d'autres, se sont longtemps fait de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe devait être puissante à partir du moment où elle acceptait, elle encourageait, elle organisait la dilution des États-nations. Moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que l'Europe des nations peut être forte. Mais celle-là, comme par hasard, c'est pas celle qu'on nous vend. L'Europe technocratique, c'est une excroissance, si vous voulez, qui est de plus en plus décorrélée et séparée des peuples, de la volonté des peuples, des besoins des peuples, et qui considère qu'elle va mettre en place un système qui s'occupera des populations. Le vocabulaire aussi a changé.
C'est plus les nations, c'est des territoires. C'est plus les peuples, c'est des populations. De vocabulaire assez administratif. Oui, et puis qui dilue. Ouais, bien sûr. Qui dilue. C'est-à-dire qui postule que les identités nationales sont mauvaises. Donc, l'abaissement français, c'est avant tout une question d'état d'esprit, une question de renoncement à soi-même, une question de translation de ce qu'on imagine être la puissance possible du territoire national et de l'idée de souveraineté nationale vers ce qu'on appelle la souveraineté européenne. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, et pour faire quoi? C'est la pensée magique. Voilà. Je reviens aux BRICS. Donc, dans cette reconfiguration du système international, on le sait, c'est les BRICS qui émergent. Mais est-ce qu'il y a une véritable unité chez les BRICS, qui sont des pays évidemment très, très différents, qui ont déjà, certains sont des ennemis devenus des amis. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'Argentine a intégré récemment les BRICS, etc. Entre le Brésil et la Chine, quelles sont les affinités véritables au-delà de certains intérêts? Est-ce qu'on peut parler d'un bloc véritable ou finalement c'est une lubie aussi, les BRICS, dans un certain sens? Alors moi, je pense que c'est pas du tout une lubie. Je pense après qu'il faut arrêter de voir les relations internationales comme des relations amoureuses. C'est pas ça, quoi. C'est pas on s'aime, on se hait, on se veut plus. C'est pas le sujet. Le sujet est beaucoup plus prosaïque. Donc effectivement, il y a une grande hétérogénéité apparente et d'ailleurs réelle de tous ces États. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun le rejet de l'hégémonisme. Ils ont en commun de se dire, ça suffit. De l'hégémonisme ou de l'hégémonie américaine? C'est pas exactement pareil, là. Oui, si vous voulez. Enfin, l'hégémonisme est porté par une puissance qui s'imagine encore être indispensable, dont les leaders le disent, continuent à le dire publiquement. Il faut quand même oser, quoi. En 2023, avec tout ce qui se passe sur la planète, voir des dirigeants américains qui ont encore le culot, l'aplomb, ou alors, je ne sais pas, une pensée délirante, d'expliquer qu'ils sont la puissance indispensable à la sécurité du monde, quand on voit ce qui s'est passé depuis ne serait-ce que 20 ans. Enfin, c'est ahurissant. Ça aussi, c'est un déni de réalité complet. Vous pouvez toujours faire la méthode Coué, mais il y a un moment quand même où ça va vous sauter au visage, et c'est en train de leur sauter au visage. Donc, bien sûr, hétérogénéité des BRICS, nécessité de s'allier et de trouver des ponts autour de cette volonté de résistance et de construction d'un ordre alternatif et d'une reprise, en fait, d'autonomie, de forme d'autonomie, ou en tout cas de revalorisation de la notion de souveraineté. Parce qu'on aurait pu croire que ce monde multipolaire s'organiserait autour du paradigme civilisationnel, je ne sais pas, Samuel Huntington, mais là, on n'est pas du tout là avec les BRICS. Là. Donc, on parle de pays qui viennent de civilisations distinctes et qui se réunissent. Est-ce que c'est possible, quand on parle d'un réveil des identités, on veut la souveraineté des peuples, et là, on se retrouve avec le Brésil, la Chine... ils ont en commun d'être souverains, ou de vouloir l'être. Donc, le paradigme civilisationnel dans ce contexte-là... moi, je n'y crois pas. Non, c'est pas quelque chose... Moi, je pense que ça n'est pas... Peut-être que vous n'y avez jamais cru, je ne sais pas. Oui, non, j'y ai jamais cru, et je pense que c'est aussi une facilité de penser, ça. C'est une facilité de penser qui ne résiste pas, comme vous le dites, à l'examen des alliances et des ensembles, si vous voulez. Parce que c'est quoi le point commun civilisationnel? C'est comme de dire c'est l'Occident contre l'Orient, c'est l'islam contre la chrétienté. Tout ça, c'est du manichéisme. Le choc des civilisations. Oui, mais... Non, vous n'y croyez pas à ça? Parce qu'il y a quand même toute une droite, quand même, l'islam, on sait que les attentats terroristes, tout ça. C'est la chrétienté contre l'islam. Il y a comme un peu de ça, non? Pour moi, c'est une instrumentalisation. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que dans notre pays, je pense à la France par exemple, il n'y a pas une progressive, comment dirais-je, mise en musique d'un communautarisme religieux autour de l'islam, dont certains éléments sont ultra-violents et sont terroristes, dont l'immense majorité des populations qui sont en dessous
sont en phase de désinsertion, désintégration par rapport à ce qu'on imagine être encore la France. Mais est-ce que c'est la faute vraiment de l'islam? Ça, c'est la faute surtout du renoncement de la France à l'autorité, à la mise en œuvre de politiques d'intégration véritable. Et donc, d'intégration véritable, ça veut dire une certaine forme de contrainte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on promeut, où on valorise sans arrêt les différences religieuses, ethniques, on explique que c'est des droits, que l'identité des individus se réduit à leurs croyances, à ce qu'ils ont vécu à travers les générations anciennes, au pays d'où... Non, c'est pas ça. La laïcité à la française, c'est pas ça du tout. Il faudrait déjà y revenir. Donc, si vous voulez, on nourrit nous-mêmes cette idée de conflit civilisationnel. Mais c'est pas ça le sujet. Vous pensez que c'est pas ça qui arrive? À l'échelle du monde, c'est pas ça. À l'échelle du monde, peut-être à l'échelle de la il y a France, un empire qui est en morceaux, les États-Unis, et qui se crispe, et qui essaie de récupérer et de tenir ses anciens vassaux, l'Europe, qui essaie de revenir dans des zones d'où il s'est fait virer, il n'y a pas d'autre terme, comme le Moyen-Orient. Oui, ben là, c'est... Voilà. Ben oui, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, quand même, après un échec quand même flagrant de toutes les révolutions organisées, tous les printemps arabes, toutes les révolutions de couleur, qui vient de se rendre compte, enfin, auquel la Russie vient d'infliger quand même un camouflet stratégique, politique, culturel, militaire considérable. Mm-hmm. Et ça, c'est une humiliation. Le Sénat américain vient de bloquer une aide considérable à l'Ukraine et à Israël. Oui. Il y a quelques jours, oui. Oui. Donc là, il y a une rage, si vous voulez, il y a une fureur là, face à ça. Mais quand vous êtes, les États-Unis essaient de résister dans leur décadence, mais il n'y a pas une tendance à l'isolationnisme quand même, qui est une vieille tradition américaine, on le sait, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant... Il ferait bien d'y revenir. Hein. Vous pensez que ça leur serait beaucoup plus favorable. Mais ça existe quand même. Trump était un peu de cette école-là. Bien sûr. Donc vous pensez que c'est ça que les États-Unis devraient adopter comme posture? Moi, je pense l'isolationnisme, revenir c'est pas de l'isolationnisme, parce qu'il est difficile pour une puissance comme la puissance américaine, et étant donné le poids du dollar encore dans les échanges internationaux, de la mondiale. On ne va pas dire qu'ils vont revenir sur leur continent monde et regarder. Mais de là à promouvoir, fomenter la déstabilisation dans des zones entières du monde, au prétexte d'apporter la démocratie et le marché, de faire la leçon au reste de la planète en permanence sur le thème « on sait mieux que vous, obéissez-nous parce que c'est votre intérêt », alors qu'on voit très bien derrière quels sont les calculs énergétiques ou économiques. Ça, je pense que ce serait très heureux d'avoir un leadership américain qui comprenne en fait qu'il faut restaurer le soft power américain. Parce que le soft power américain... Moi, je suis une occidentale, hein. Je ne suis pas une chinoise, je ne suis pas une russe, je suis pas une... Voilà, je suis une occidentale, mais je trouve que la puissance de tête de cet Occident, auquel je n'ai pas l'intention d'obéir pour autant, parce que je pense que les pays peuvent avoir eux aussi des intérêts qui leur sont propres, cette puissance de tête, elle doit restaurer son crédit politique et moral, qui est en morceaux. Enfin... Ça se voit tous les jours. En Amérique latine aussi, vous le savez, les États-Unis ont reculé. Partout. Et l'Amérique latine était considérée comme la cour arrière des États-Unis. Ça, c'est... La doctrine Monroe. C'est très, très symptomatique, en fait. Là, absolument. Donc, il faut tout refaire. Et on ne va pas refaire tout ça en continuant l'interventionnisme à outrance. C'est l'inverse. Il faut revenir sur soi. D'abord, je pense que les États-Unis ont quand même des problèmes intérieurs aussi qu'il faut qu'ils règlent. Et deuxièmement, pourquoi voir la guerre comme le seul mode possible et la destruction de ce qui n'obéit pas comme le seul mode possible de relation avec l'extérieur du monde, enfin le reste du monde. Voilà, ça pouvait s'envisager sans doute dans les rêves les plus fous des stratèges américains pendant les années 90. Aujourd'hui, entre la Chine, la Russie, le Moyen-Orient qui est en train de coaguler, etc., et l'affaire des BRICS, c'est inconcevable. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive.
Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. On parle maintenant aussi de Sud global. C'est un terme qui émerge depuis quelques mois, dans les peut-être quelques années, je ne sais pas. C'est quoi le Sud global par rapport aux BRICS? Comment vous pourriez définir le Sud global? Déjà, on ne peut plus parler de tiers-monde. Donc, on a dit que c'était le Sud. C'est péjoratif, ça, le tiers-monde? Oui, c'est devenu trop péjoratif. Bon. Tiers-État à tiers-monde. Ouais, enfin... Donc, on parle du Sud par rapport au Nord, comme on parlait de l'Ouest, de l'Est par rapport à l'Ouest, si vous voulez. Mais le Sud global, c'est en fait tout ce qui n'adhère pas à l'idée d'un Occident dominant. Donc, c'est complètement, c'est très éclectique aussi, c'est très hétérogène. C'est pour ça que la question de civilisation, c'est plutôt une vision de l'ordre. C'est encore plus large, le Sud global, encore plus flou peut-être que les BRICS, disons, pour justement, le commun des mortels. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun de vouloir retrouver une forme de liberté par rapport à leur destin national. En fait, c'est ça qu'ils ont. C'est le grand retour de la souveraineté, comme une vertu, comme une volonté d'exister sur la scène internationale. C'est pour ça que l'ONU doit être restaurée, c'est pour ça qu'il faut retrouver des enceintes de dialogue, d'organisation des rapports internationaux, selon des modalités qui ne soient pas juste des modalités de coercition ou de destruction. Et vous pensez que la Chine, par exemple, peut aller vers là? La Chine, elle a tout à gagner à cette évolution. C'est pourquoi la Chine, elle, serait moins dans la coercition que les États-Unis? Parce que son modèle de puissance n'est déjà pas du tout le même. Non? Son modèle, sa philosophie politique, sa manière de voir le réel, sa manière d'analyser les situations, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté de puissance, hein. Attention. Mais ça n'est pas... c'est une puissance commerciale, essentiellement, déjà. C'est une puissance qui veut... Pas militaire. Elle est en train de le devenir, mais elle est en train de le devenir aussi parce qu'il faut qu'elle compte militairement face aux États-Unis. Parce que nous, on construit l'ennemi en Occident. Comme on vit... C'est James Bond, là. Ouais, mais bon... Dans les films de James Bond, vous savez, on était très bon pour déterminer l'ennemi de manière très caricaturale. Mais c'est... Bon, le russe, le musulman, Bon, ça a changé. D'ailleurs, oui, non, mais c'est vrai. Mais non, je pense que les modèles de puissance ne sont pas comparables. Ça ne veut pas dire que la Chine, elle a tout à gagner de cette évolution. Parce que les faits sont en train de montrer que l'hégémonisme américain n'est plus supporté et donc n'est plus supportable. Donc elle promeut autre chose. Elle promeut un modèle de puissance beaucoup plus inclusif, beaucoup plus orienté... Inclusif avec le crédit social. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, on peut en parler parce que ça, c'est un enjeu de société, mais nous aussi, on est en train de faire du crédit social. Hein. Mais je veux vous entendre là-dessus Ça va aussi. être un truc universel, ça. Avec les JO de Paris, contrôler les populations, c'est un enjeu pour tout le monde. Algorithmique. Mais on va en parler, mais poursuivez, s'il vous plaît. Donc, elle est en train de proposer quelque chose de beaucoup plus win-win, quoi. C'est pas tu vas mourir pour que je gagne, pour que je vive. C'est... Voilà, tu as des besoins de développement, moi j'ai besoin que tu te développes parce que ça va m'aider moi aussi à faire grandir mon influence. Et donc, on va trouver des méthodes, des moyens, etc. Donc, c'est beaucoup plus attirant pour plein d'États. C'est pour ça que ça marche. Notamment en Amérique latine. Donc... Oui, mais en Afrique aussi. Oui. Et en Eurasie, dans toute l'Eurasie, en Asie centrale. D'ailleurs, ce sera un enjeu de la relation russo-chinoise. Il faut que les Russes y trouvent aussi leur intérêt. C'est compliqué. Donc, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'un monde qui serait dominé par la Chine serait meilleur qu'un monde dominé par les États-Unis? C'est peut-être une question un peu manichéenne, mais beaucoup de gens se posent la question. Oui. Ici, au Canada, on a, vous savez, toute la question des postes de police chinois. On sait que la Chine est forte au Canada. Le Canada est un pays faible. 38 millions de personnes, vous savez, au nord des États-Unis. Faible et en même temps une sorte de province des États-Unis, une sorte de banlieue des États-Unis, si je peux dire.
Donc, il y aurait de l'influence chinoise au Canada, notamment dans les élections. On ne sait pas trop, là, c'est à déterminer. Donc, il y a une inquiétude ici. Donc, pour vous, la Chine, est-ce que c'est mieux que les États-Unis? C'est-à-dire un monde où la Chine peut promouvoir son modèle qui est, je le répète, le crédit social? Non, mais la Chine, c'est 1,4 milliard de personnes. Je comprends qu'on est un peu dans le jugement de valeur ici, là, mais... Donc, ça veut dire qu'elle doit gérer une multitude. Donc, l'idée même du crédit social, qui est effectivement, tel qu'on le présente, tel que je peux le comprendre avec les informations dont je dispose, c'est quelque chose de très contraignant, enfin, pour des populations. C'est-à-dire cette idée d'être évalué, d'être finalement contrôlé, surveillé dans ce qu'on fait. Bon, d'abord, ce qui se passe en Chine se passe et est en train d'être développé chez nous aussi. Nous aussi, on a des formes de crédit social. Sous l'influence de la Chine, d'une manière tout à fait indépendante? Sous l'influence de la technologie et de la nécessité de contrôler de la nécessité perçue par les politiques, y compris dans des pays infiniment moins numéreux que la Chine, de contrôler leur population, de contrôler ce que les gens font, de contrôler leurs revenus, de contrôler leurs loisirs, de contrôler leurs voyages, leurs déplacements, leur mobilité, de les contrôler. Donc, c'est pas un complot, c'est une tendance, en fait. C'est une tendance qui est aussi liée aux évolutions du marché du travail, qui est aussi liée au fait qu'il y a toute une partie de nos populations... La numérisation de la société. Voilà, et aussi de tout un tas de gens qui vont devenir, entre guillemets, relativement... pas inutiles, mais en tout cas, il va falloir les maintenir dans une forme d'existence sociale minimale et économique, alors qu'ils sont... Ben oui, c'est ça. Ah oui, alors qu'ils sont de moins en moins productifs je comprends, par rapport à l'évolution technologique de nos sociétés. C'est pour ça que l'idée du salaire universel fait son œuvre, fait son chemin. Enfin, alors on nous présente ça comme un progrès, c'est merveilleux, on va être payé toute sa vie à rien foutre. Bon, c'est un peu le rêve du confinement, non? C'était pas ça le confinement, un peu? Oui, mais tout d'un coup, les plus paresseux de la société devenus des héros. Voilà, c'est bon. Donc c'est extraordinaire, acheter ses soirs, rien foutre. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, il y a plein d'ambiguïtés. Et la manière qu'on a de présenter, là encore, la Chine comme le grand démon qui développe des moyens en fait... Tentaculaires. Oui. C'est vrai, mais il faut comprendre aussi pourquoi les Chinois font ça, pourquoi le pouvoir chinois fait ça. Parce que les enjeux de contrôle de la population sont quand même réels, dans tous les domaines. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ça date. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet qui est une anecdote familiale. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter ça. Peut-être. Mais enfin bon, bref. En tout cas, voilà, l'idée de multitude est une idée qui nous est étrangère. Nous, on a des pays avec quelques dizaines de millions, les Américains quelques centaines de millions. Enfin, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Voilà, c'est trois fois les États-Unis en population. Oui. À peu près. Bon, à la louche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre conscience du monde qui vient. Oui. Et vous travaillez à donner aux gens finalement des clés de compréhension à travers votre travail. Qui ne soient pas dogmatiques, qui ne soient pas justement sur le thème ça c'est les méchants, ça c'est les bons, ça c'est notre ennemi. Ça... Enfin, c'est complètement infantile. C'est complètement infantile. À l'époque où justement il y a une immense mobilité, il y a une immense volonté à la fois de pouvoir vivre dans des pays cohérents et en même temps de pouvoir commercer, bouger, aller, venir. C'est quand même, il n'y a rien de plus passionnant que la variété du monde. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vouloir tout uniformiser selon nos canons? Grande question pour terminer, Mme Galacteros. Le conflit, la reprise du conflit israélo-palestinien, qu'est-ce que ça change dans tout ça? Récemment, on le sait, 7 et 8 octobre, les attaques du Hamas. Beaucoup de désinformation, beaucoup. On parle de records de fausses images. On a un article là-dessus de Libremédia, donc des analystes qui constatent vraiment un flux incroyable de deepfakes, donc des nouvelles techniques en plus.
il y a des États impliqués, les grands journaux se font berner. Bon, énorme question pour terminer, mais ça fait quoi, ça, la reprise du conflit israélo-palestinien dans tout le tableau que vous avez brossé? Ben, si vous voulez, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce qui s'est passé le 7 octobre et la manière dont Israël a réagi à cette attaque, finalement, remet en cause un grand mouvement qui était en train de se structurer, qui était un mouvement de normalisation des relations entre Israël et les États de la région, mais qui était aussi un mouvement de retrait, de fait, de l'influence américaine, parce que pendant que les accords d'Abraham, qui sont l'œuvre de Trump, qui avait commencé ce mouvement de normalisation, était un peu en suspens et que Israël cherchait à obtenir finalement, j'allais dire, le joyau de la couronne, c'est-à-dire l'accord avec l'Arabie saoudite, il y a eu un autre mouvement depuis 2-3 ans, surtout depuis l'Ukraine en fait, ça a accéléré ce qui s'est passé au Moyen-Orient, de prise de conscience des États du Moyen-Orient de la nécessité pour eux de sortir de certaines soi-disant inimitiés définitives qui en fait les empêchent de se développer. Je pense au rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, je pense au rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Syrie, je pense au rapprochement entre le Qatar et l'Arabie saoudite, et je pense aussi à l'intensification des relations turco-iraniennes. Et donc tous ces pays dans la zone qui ont été depuis des décennies montés les uns contre les autres, chiites contre sunnites, frères musulmans contre wahhabites, enfin bon, bref, tout ça, ça faisait le jeu des États-Unis. On déstructure le Moyen-Orient, on le déstabilise au maximum, comme ça on renforce la sécurité d'Israël. Tout ça, on voit que les acteurs locaux commencent à se dire faut qu'on sorte de tout ça. Voilà, le prince héritier d'Arabie saoudite a ses projets, les Qataris aussi, les Turcs aussi. Bon, ça n'empêche pas, encore une fois, c'est pas des relations amoureuses. C'est pas on s'aime d'amour tendre et on va vivre ensemble comme des tourtereuses. Pas du tout. Ils sont concurrents, ils sont pas d'accord, ils ont des ambitions concurrentes, etc. Mais il y a un intérêt commun à stabiliser cette zone. Ça s'est vu aussi avec l'évolution de la situation en Syrie. Et comme par hasard, que se passe-t-il ? Eh bien, de nouveau, le feu est mis aux poudres par le Hamas. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, Israël recommence et il se passe un mouvement de coagulation du fait de la réaction israélienne, des modalités de la réaction israélienne. Ce monde arabe et perse autour réagit de manière assez finalement convergente. Donc c'est un gros risque ce qui est en train d'être fait en Israël pour Israël, à mon avis. Voilà. Et ça va être c'est très difficile. Oui, effectivement, il y a un niveau de propagande de tous les côtés inédit, mais déjà on a vu un niveau inédit pendant l'Ukraine. Oui. Mais apparemment, c'est pire encore avec Gaza. Les faux bébés, vous avez eu la une de Libération. Oui. Libération s'est fait attraper le 19 octobre. Oui, les bébés décapités, là. Oui, mais aussi les bébés de Gaza là, qui souffrent. Donc, il y avait des faux bébés. Oui. La une de Libération s'est fait attraper. Donc, une image vue vraiment exagérée, avec une expression qu'un bébé ne peut pas avoir à cet âge-là. Certains ont eu envie de dire que, bon, l'attaque du Hamas, c'était le fruit d'une sorte de négligence volontaire de la part d'Israël. Mais en même temps, vous dites Israël n'a pas nécessairement à gagner avec cette situation-là. On sent que même Israël peut être lâché par des alliés historiques. Là. On n'est peut-être pas exactement là, mais on sait, sous le poids de l'influence de l'immigration musulmane en Occident, plus il y aura de gens de la communauté musulmane en Occident et moins les pays occidentaux vont être appelés à soutenir Israël. Je pense que là, on est un peu dans le paradigme civilisationnel. Donc, est-ce que cette négligence volontaire, est-ce que c'est possible si Israël, en fait, n'est peut-être pas en train de gagner son pari là, stratégiquement? Ah, mais moi, je pense qu'il ne le gagne pas.
Moi, je pense qu'ils ne le gagnent pas. Je pense que c'est tout le problème de cette réaction qu'on peut comprendre. Alors, il y a eu négligence, il y a eu... mauvaise évaluation, probablement, de la menace imminente d'une attaque et de son ampleur. Donc, il y a une humiliation aussi, là, du système de renseignement et militaire israélien. Donc, nécessité de montrer que non, on est fort et on va arriver à éradiquer le Hamas. Peut-on éradiquer le Hamas? Moi, je pense que non. Parce que c'est une idéologie aussi. Hein, donc, Mais on n'éradique pas le terrorisme. On est en train de créer des générations de terroristes. Là, on ne va rien éradiquer du tout. On peut décapiter, on peut tuer quelques chefs, et c'est le cas. On peut aller les poursuivre à certains endroits. Mais à quel prix? À quel prix moral et politique? À quel prix ça va être possible sur le long terme pour Israël, là aussi, de restaurer son image en Occident et même au Moyen-Orient. Mais ça, je n'ai pas la réponse. Ça va beaucoup dépendre des décisions qui seront prises par l'état-major israélien et en fait par le pouvoir politique actuel israélien, contre lequel une partie de la population israélienne importante s'élève. Mais en terminant, vous dites finalement le conflit, la reprise du conflit israélo-palestinien, ça consolide quand même un peu ce monde multipolaire qu'on a vu et ce refus finalement de ce que vous appelez l'hégémonisme. Moi, je crois, en dépit de tous les efforts qui sont faits pour justement remettre le scope sur c'est un conflit civilisationnel. Non, c'est pas un conflit civilisationnel. C'est un conflit au Moyen-Orient qui a 70 ans, qui doit trouver une issue politique. Il faut qu'on ose le faire. Mais c'est un conflit religieux, c'est une guerre de religion quand même. Mais pas seulement. Pas pour vous, pas dans votre perspective. Mais non, pas seulement, c'est politique. Mais non, il y a des intérêts énergétiques énormes. Moi, j'ai fait sciences des religions à la maîtrise, donc moi, j'y vois surtout une guerre de religion, mais il faut dire chacun a son... Non, les Palestiniens, il y a des chrétiens palestiniens. Oui, mais ils sont moins nombreux qu'avant. Oui, c'est sûr, depuis ils sont de moins en moins nombreux. Il y a moins de chrétiens au Moyen-Orient qu'avant aussi, là. Je ne vous le fais pas dire, mais pour moi, non. Pour moi, on se sert de la religion. Bien sûr, elle existe. Bien sûr, il y a des oppositions. Bien sûr, il y a des intérêts de communautés religieuses. Mais ça n'est pas ça qui fait que les États se mettent en guerre les uns contre les autres. Non. On trouve toujours des gens qu'on peut armer, former, entraîner et jeter les uns contre les autres au nom de l'islam. Mais vous voyez, quand ils doivent s'entendre, ils s'entendent. Quand le prince, quand MBS en Arabie Saoudite et le guide de la révolution islamique en Iran doivent s'entendre, ils s'entendent, subitement. Quand l'émir du Qatar et MBS doivent s'entendre, ils s'entendent. Quand Bachar el-Assad doit revenir à la Ligue arabe, il revient à la Ligue arabe. Voilà. Ouais, donc, si vous voulez, c'est un peu trop simple. Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu trop simple. Mais je ne disais pas que c'était que ça. Mais, non, ça n'est pas que ça. Mais les monothéismes, on le sait, sont très dogmatiques. Oui, mais nous, on a quoi c'est Ismaël contre Israël. Ouais. Oui, mais c'est facile, ça. Ouais. Voilà, intéressez-vous au tracé de gaz devant Gaza, Non, mais je comprends aux que c'est pas énergétiques. Que ça. Mais vous parlez vous-même des identités, des souverainetés, l'identité des peuples, ça peut être très fort. C'est une corde sensible. Et Israël, qui n'est pas, qui est une sorte de théocratie démocratique, là, soyons clairs. Ça l'est devenu. Ça reste un État religieux. Là. Oui, ça l'est devenu. Ça l'est devenu, parce qu'au départ, c'était quand même pas l'idée initiale. Pas tout à fait. Non. Mais il y a un caractère théologique depuis le départ, quand même. Mais en tout cas, rien n'excuse cette violence, ni d'un côté ni de l'autre. Rien n'excuse les populations civiles massacrées. Et ça n'entretient que la violence, ça c'est sûr, et ça n'entretient que la polarisation, et ça n'entretient que la facilité avec laquelle on va pouvoir présenter ça, notamment en Occident, comme un conflit entre la modernité et la réaction. Non, moi je pense en tout cas que c'est pas comme ça qu'on arrivera à la paix. Et c'est pas comme ça qu'on affaiblira les mouvements terroristes, qui, eux, effectivement, doivent être affaiblis. Mais on a été si complaisants avec eux pendant des années. On s'en est servi, l'Occident le premier. Il faut quand même le reconnaître aussi.
Caroline Galacteros, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, c'est moi. À J'étais très bientôt. heureuse. À très bientôt. On remercie évidemment les Productions France-Québec de nous avoir permis de réaliser cette entrevue-là la veille de leur grande conférence consacrée à la géopolitique.